Donc nous reprenons avec la table ronde numéro 3, révolution digitale, intelligence artificielle, big data, quel impact sur la transformation des métiers et des relations sociales. Et pour animer cette table ronde, j'appelle Alice Guillon, directrice générale de Schema Business School et présidente de la commission chapitre des écoles de management de la conférence des grandes écoles. Alice, la parole est à toi. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour. Oups, il y a des notes qui sont en train de tomber. Je ne sais pas qui elles sont. Voilà, donc bienvenue pour cette table ronde dédiée à la révolution digitale, à l'intelligence artificielle et le big data. Donc table ronde, on va dire, d'une très grande actualité. Je pense qu'on y reviendra avec nos invités. Et donc je vais tout de suite les nommer et les appeler à nous rejoindre. Donc Madame Maginot, DRH de la direction Orange Nord. Bonjour. Installez-vous. Monsieur Duverneuil, président du SIGREF. Bonjour. Monsieur Hakim Oural, maire adjoint de Lille, en charge de l'économie numérique, de la jeunesse, du cinéma, des arts du numérique. Donc je pense qu'on va avoir une discussion assez riche. Et enfin, monsieur Emmanuel Duflot, directeur général de Centrale Lille. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être avec nous. Bien, donc comme vous le voyez, le thème révolution numérique est donc sur toutes les lèvres actuellement, central. On ne compte plus les rapports, les commissions, les nombreux congrès, les workshops qu'organisent les entreprises autour du domaine. On a eu effectivement le rapport Villani qui a marqué un petit peu le démarrage d'une grande réflexion sur le sujet. La question, on continue de se la poser, c'est finalement que cherchons-nous au juste ? Et on reviendra un petit peu sur ce qui préoccupe plus globalement la France et potentiellement l'Europe dans cette guerre mondiale d'intelligence artificielle. Alors, pour faire court, il y a deux écoles dans le domaine. Ceux qui sont un peu apeurés par l'intelligence artificielle en se disant une super intelligence va naître et va réduire l'espèce humaine à une sous-espèce et finalement l'humanité n'existera plus dans une centaine d'années. Je fais court, mais c'est un peu ce qu'on peut lire dans certains ouvrages. Et puis de l'autre côté, vous avez les tenants beaucoup plus positifs qui disent finalement l'intelligence artificielle va considérablement améliorer notre vie, la performance des entreprises. On parle de e-santé, on parle d'un bénéfice de l'intelligence artificielle pour l'être humain et pas nécessairement une grande menace qui pèse sur l'humanité et qui laisserait apparaître la fin de notre monde. Alors nous, bien sûr, aujourd'hui, nous n'allons pas régler ce problème, ne vous inquiétez pas. L'idée est de plutôt d'avoir avec nos invités des regards croisés. Donc comme vous le voyez, nous avons une entreprise, nous avons le président du SIGREF donc, qui va nous expliquer un petit peu toutes les évolutions sur les plans techniques, technologiques dans les entreprises. Nous avons monsieur le maire adjoint de Lille qui engage de grandes réflexions et qui est auteur d'un rapport sur cette question-là. Et puis, avec Emmanuel Duflot, nous verrons comment les écoles et comment l'enseignement supérieur répond en quelque sorte ou se prépare à ce grand enjeu. Donc l'idée est de vraiment croiser les regards et qu'ensuite vous puissiez poser, bien entendu, des questions à chacun sur ce qui vous préoccupe en tant qu'école ou en tant que citoyen. Alors, pour démarrer, et je voudrais remercier Imen Missaoui qui a fait un bon travail à la conférence des grandes écoles, donc, qui a commencé à répertorier finalement tout ce que nous faisions à la CGE, les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, sur l'intelligence artificielle. Alors pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas croiser aujourd'hui un représentant de l'État, une entreprise, des étudiants qui ne vous posent pas la question de mais finalement que faites-vous en IA ? Alors bon, c'est très large, on a un peu de mal à répondre. L'idée, c'est grâce à ce que fait Imen aujourd'hui, je vais vous en livrer quelques résultats, c'est d'arriver à ce que les écoles, et notamment la CGE, puissent effectivement se mobiliser et qu'on puisse offrir des réponses à la fois aux entreprises. Alors l'idée n'est pas de se dire les entreprises vont nous donner des ordres et on va produire ce qu'elles nous demandent. L'idée, c'est de co-construire effectivement des talents qui seront capables demain de pouvoir utiliser les méthodologies, les algorithmes, d'être à l'aise dans le data mining et autres techniques, mais aussi des jeunes capables de manager toutes ces nouvelles cohortes de travailleurs du savoir. Voilà. Donc l'idée est aussi de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Alors en préambule, il y a, et alors Imen me corrigera si je dis des bêtises, il y a 588 programmes accrédités par la CGE, c'est-à-dire 113 écoles, programmes master et MSI,
c'est-à-dire que 113 écoles sont concernées. 70% proviennent des écoles d'ingénieurs et 30% proviennent des écoles de management. 54% des programmes accrédités par la CGE sont des programmes d'ingénieurs et 44% sont des programmes de management, 4% étant un peu des programmes, on va dire, hybrides ou autres. En revanche, les programmes dédiés à l'intelligence artificielle ne représentent que 3% des programmes accrédités. Et sur ces 3%, il y a des offres de formation initiale, donc plutôt niveau master, master spécialisé et master of science, ou des modules de formation continue. Et souvent, les écoles qui ont des masters ou des masters of science ou des masters spécialisés ont développé des modules de formation continue. Et 44% des écoles concernées désirent lancer des chaires ou des labos dans les 2 ans qui viennent sur le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, voilà un petit peu les premiers chiffres qui ressortent de cette étude. Donc, Imen est en train, bien entendu, et si vous n'avez pas répondu, je vous demande de pouvoir répondre assez rapidement. La grande leçon qui ressort de cette affaire-là, en tout cas pour la France, c'est que les ingénieurs, effectivement, les écoles d'ingénieurs ont plus développé de formation dans ce domaine, ce qui paraît un peu normal parce qu'on a tout le côté scientifique et technique, au fond, dans l'intelligence artificielle qui est fondamentale. Et donc, effectivement, ce sont plutôt des écoles d'ingénieurs qui ont porté ces éléments-là. Et les écoles de commerce, de management, au fond, sont confrontées à 2 défis. Le premier, c'est de dire: nous développons des programmes hybrides, ingénieurs-managers, parce qu'on ne pourra pas former seulement nos managers sans l'aide des ingénieurs pour comprendre l'aspect technique des choses. Et le deuxième point, c'est où trouver les formateurs pour pouvoir appliquer intelligence artificielle au business, j'allais dire, c'est un gros mot, mais en tout cas, à la vie des entreprises. Quels sont les impacts RH? Quels sont les impacts sur les SI? Quels sont les impacts sur l'organisation, sur la stratégie? Tout cela, aujourd'hui, est assez compliqué pour nous. On a, je pense, pas mal de problèmes pour arriver à trouver des formateurs qui soient capables de naviguer entre la partie ingénieur et la partie manager. Donc je pense que ça, c'est peut-être la base d'une réflexion commune que nous pourrions avoir à la conférence des grandes écoles. Voilà, donc ayant posé le cadre, très rapidement, je vais démarrer donc une première question à partir de ce contexte, donc pour Madame Maginot. Alors, on dit que 60% des métiers qui vont émerger dans les 30 prochaines années n'existent pas. Et ça, c'est le fait de la révolution numérique. Alors, pouvez-vous nous dire, dans les 10 minutes, déjà, qu'est-ce qui a changé chez Orange? Comment faites-vous pour organiser votre sourcing de talents? Et comment vous projetez dans les 30 années futures pour justement pouvoir combler ces besoins en talents? Bien, bah écoutez, tout d'abord, je vous remercie d'avoir invité Orange pour aborder ce sujet. J'ai écouté les résultats de vos travaux et je pense qu'il y a beaucoup de connexions entre effectivement les entreprises et les écoles au travers des sujets que vous abordez. Alors effectivement, 60% des métiers vont être transformés d'ici 2025-2030. Et si on extrapole cela au sein d'Orange, ça veut dire qu'on a 60 000 salariés qui vont être impactés par ces transformations sur nos métiers et donc sur nos compétences. Et donc, ce qu'on voit au sein d'Orange, c'est que le numérique change les business models. Ça permet de monter des services adhérents à la connectivité. Donc, je vais prendre un exemple, c'est Orange Bank. On n'a pas fait une banque traditionnelle, mais donc on a fait une banque purement digitale dans laquelle un assistant virtuel, Jingo, va répondre aux questions simples des clients, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien sûr, il y a des conseillers Orange qui vont répondre aux questions plus complexes pour pouvoir être à l'écoute et répondre aux besoins de nos clients. Et donc, avec Orange Bank, on fournit un service dont la valeur ajoutée du service est basée sur le cœur de notre valeur, qui est la connectivité. Et donc, grâce à la révolution numérique, c'est possible. Si on prend un autre exemple dans les réseaux, on doit aussi connecter nos services, l'analyse des données, le big data, l'automatisme.
Et donc, on a aujourd'hui nos 25 000 techniciens qui sont équipés d'une tablette pour aller chez les clients, pour installer la fibre, qui sont connectés en 4G. Enfin, aujourd'hui, vous avez été accueillis aussi avec une personne qui avait une tablette. Donc voilà. Autre exemple, c'est l'omnicanalité. Un conseiller client au téléphone doit pouvoir savoir finalement quels ont été les contacts précédents du client avec Orange. Est-ce qu'il est allé en boutique? Quelle page il a consulté sur le web? Donc tous ces éléments, si le conseiller client les connaît, il va pouvoir apporter une meilleure réponse et on va le voir en termes de compétences, une meilleure empathie à son client. Et donc c'est extrêmement important, toute l'analyse des données qu'on peut faire de tous les contacts clients. Voilà, c'est un exemple très concret. Donc il faut nourrir l'intelligence artificielle et donc faire travailler les data analysts avec les métiers pour identifier les besoins et concrètement pouvoir y répondre. Et donc, ce qu'on peut dire aussi dans nos façons de travailler, c'est que ça transforme la façon de mener les projets, puisqu'on ne mène pas de la même façon un projet IA qu'on menait hier un projet SI. Et donc, pour répondre à cette problématique, ce défi numérique, on s'est engagé au sein d'Orange dans une démarche autour du skill management, de façon à se donner les moyens de relever ce défi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on considère que les compétences de nos salariés, c'est un capital. C'est un capital pour les hommes et les femmes de l'entreprise. Et c'est aussi le capital de l'entreprise. Et donc, on a travaillé de façon agile, aussi en faisant des hackathons sur les compétences. Et on a identifié donc 4 grands domaines stratégiques de compétences. Donc la première, je vous donne un exemple, c'est l'empathie client. Alors l'empathie client, quand on parle du client, là on parle à la fois de nos clients externes et également de nos clients internes, nos salariés. Et donc on veut travailler sur la personnalisation du service qu'on va offrir et une personnalisation des attentes. Donc ça suppose d'anticiper, travailler sur le design. Donc voilà, c'est la première compétence. Ensuite, un autre élément important, c'est la confiance numérique. Pour Orange, c'est extrêmement important, donc à la fois la sécurisation des données. Bon, derrière, il y a forcément la cybercriminalité. Et puis, derrière cette compétence, il y a la notion d'éthique. Il faut pouvoir utiliser les données de façon éthique et intègre pour créer la confiance sur le numérique. Et donc forcément, par exemple, dans le domaine de la banque, on voit bien que c'est essentiel. Enfin, il y a le leadership technologique. Ça ne vous étonnera pas pour Orange, mais ça reste une compétence essentielle pour nous, pour le futur, que ce soit sur la 5G, sur la virtualisation, le cloud, la data, l'IA. Voilà, ça c'est une compétence aussi majeure pour nous. Et puis, l'entreprise ouverte et agile. C'est-à-dire que les modes de travail de demain, la collaboration, c'est une compétence clé pour nos collaborateurs, que ce soit sur les nouveaux modes de travail. On a beaucoup travaillé sur le télétravail. Aujourd'hui, on a 10% de nos salariés qui travaillent en télétravail. Et puis, on travaille aussi sur les nouveaux espaces. Donc aujourd'hui, on a plusieurs villes en France sur lesquelles on va avoir des nouveaux immeubles, des immeubles intelligents. Il y a le siège d'Orange qui va s'installer ici, Limoulino, et puis ici aussi dans le Nord, puisqu'on va avoir un immeuble intelligent à Villeneuve-d'Ascq, où on souhaite développer du collaboratif, travailler avec notre écosystème, faire entrer des startups, des écoles pour travailler entre nos salariés et donc cet écosystème. J'entendais parler de l'intrapreneuriat. Donc voilà, tous ces projets, on veut aussi avoir les espaces qui permettent
de s'ouvrir et de travailler dans ces nouveaux modes de collaboration. Donc, 4 compétences stratégiques déclinées avec des compétences clés. Et aujourd'hui, on a un accord au sein de l'entreprise pour chaque salarié reconnaître ses compétences. Et donc, on mène un travail de rénovation de nos métiers en faisant le lien entre chacune de ces compétences clés attendues pour les collaborateurs et la reconnaissance qu'on va avoir de nos salariés au travers de l'acquisition de ces compétences. Donc c'est vraiment aussi une révolution en interne de manager la reconnaissance par la reconnaissance des compétences. Et enfin, donc, vous me parliez des métiers émergents. Donc, les métiers émergents, c'est de l'analyse de données, bien sûr. Alors, on a par exemple aujourd'hui travaillé sur les facturations que peuvent faire nos techniciens, et avec l'IA, travailler sur les erreurs qu'il peut y avoir pour optimiser nos façons de facturer à nos clients. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est virtualisation, le cloud. On va avoir besoin de compétences demain. Les entraîneurs d'IA, c'est aussi un métier qui arrive et dont on va avoir besoin. Et puis aussi des besoins en termes d'intégrateurs, les personnes qui vont faire le lien entre la masse de données qu'on a et puis les services qu'on peut proposer. Donc, alors bien sûr, je vous parlais de la sécurité des données. On va recruter aussi dans le domaine de la cyberdéfense des consultants de sécurité. Voilà, c'est aussi quelque chose qui se fait d'ailleurs dans le Nord sur ce sujet. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est aussi, donc je le redis, c'est intégrer la sécurité dans nos développements. Donc, on veut que nos développeurs intègrent dans leur développement la dimension sécurisation des données. Et donc, à chaque fois, et ça c'est important pour Orange, on veut revenir sur l'humain. C'est ce que la machine apporte à l'humain va rester au cœur de nos préoccupations. Merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser entraîneur d'IA ? Je pense à un public qui doit connaître, parce que moi, modestement, je découvre aussi tous ces sujets. Mais voilà, quand on fait de l'intelligence artificielle, il faut entraîner la machine à apprendre. Et donc, il faut qu'elle reconnaisse les images, il faut qu'elle reconnaisse ce qu'on entend, par exemple, sur nos factures. Qu'est-ce qu'on entend par erreur ? Donc, on lui dit, ça, c'est une erreur. Donc, il faut apprendre à l'intelligence artificielle. Et donc, finalement, Orange, vous êtes structuré, j'allais dire, sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire qu'à la fois dans le changement des talents qui sont aujourd'hui différents par rapport à ce que vous aviez, vous parliez on ne gère pas des systèmes d'info comme on gère aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, forcément, sur les talents, ça a changé, mais aussi dans vos propres systèmes. Et alors, finalement, est-ce que vous avez développé vous-même vos algorithmes, vos modèles, ou est-ce que vous êtes allé en interaction avec, je ne sais pas, des écoles ou des prestataires type IBM ou autres? Comment vous avez... On travaille, je dirais, beaucoup en interne, mais on travaille aussi avec les écoles. On sait qu'on a une politique volontariste d'apprentissage, d'accueil à la fois d'apprentis et puis de stagiaires. Et on travaille aussi beaucoup avec des start-up. Voilà. Et donc, effectivement, dans les compétences qu'on recherche, donc on a cette politique de management par les compétences pour nos collaborateurs. Et forcément, on intègre les compétences clés que je vous ai citées dans nos recrutements, dans le recrutement de nos talents. Donc notre agence recrutement va recruter en fonction de ces compétences clés, va aller chercher
dans les talents ceux qui effectivement possèdent ces compétences, parce qu'on a besoin de les développer et de les augmenter en interne pour mener cette révolution numérique. Très bien. Merci beaucoup, Madame Maginot. Monsieur Duverneuil, alors on change de point de vue, puisque là, on a le point de vue du SIGREF, donc qui est une sorte de vigie, on l'a dit, pour tout ce qui est évolution, justement, des systèmes, évolution des outils. Alors, est-ce que vous sentez qu'on est en pleine révolution ? Et si c'était le cas, en fait, que pouvez-vous nous dire en fait sur les nouveaux outils qui vont apparaître et sur comment les entreprises justement vous questionnent sur le sujet? Alors pour commencer, je rappellerai peut-être ce qu'est le SIGREF très rapidement. C'est une association d'entreprises donc qui regroupe 150 entreprises, grandes entreprises et administrations autour du thème du numérique. Donc c'est réussir le numérique, notre motto. Ça a été vu pendant longtemps comme l'association des DSI, mais en réalité, c'est aujourd'hui des DSI qui représentent leurs entreprises, mais aussi des CDO, des gens qui sont les deux, c'est mon cas, des secrétaires généraux, parce que le thème du numérique, évidemment, est devenu partie prenante de la stratégie de toute entreprise. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'on est dans une révolution ? Je pense que la réponse quelque part est oui. Pas forcément sur la technologie de l'intelligence artificielle uniquement, mais toutes les technologies qu'on commence à insérer dans nos différents métiers, différents processus. Et on est dans une transformation de toutes nos entreprises. Ça a commencé par certains secteurs, comme les médias par exemple, mais aujourd'hui, toute entreprise, y compris industrielle, vit sa transformation. Alors on ne sait pas jusqu'où ça va nous amener, et on ne sait pas quel est le niveau de maturité des entreprises en matière de numérique. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, on est encore au début. Clairement, dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les entreprises, on a des potentiels qui sont assez colossaux, mais pour l'instant, on a des expérimentations qui sont en cours sur bon nombre de métiers dans pas mal de secteurs, qui sont plutôt bottom-up, qui sont du travail entre des techniciens, on va dire, des ingénieurs bien évidemment, et puis les différents métiers de l'entreprise, de manière à bien identifier quel est l'apport que pourrait avoir l'intelligence artificielle sur certains domaines. Ce qui est important, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans les processus, avec les outils bien intégrés au système d'information, et pas simplement de faire des expérimentations. Donc pour l'instant, on a beaucoup de projets. L'intelligence artificielle est quelque chose qui est traité par le SIGREF depuis 2 ans maintenant. La première année, c'était essentiellement sur des retours d'expérimentation, en se posant des questions sur les enjeux managériaux, légaux et éthiques, parce que la composante éthique est absolument fondamentale dans le domaine. La deuxième année, ça a été plutôt les enjeux en termes de mise en œuvre. Et aujourd'hui, on regarde concrètement dans les partages d'expériences entre les entreprises qui se sont bien lancées dans l'intelligence artificielle, quelles sont les conséquences de cette mise en œuvre, à la fois sur le plan organisationnel et puis sur le plan des compétences et de l'humain. Alors là où je pense qu'il faut faire aussi un point important, c'est on ne peut pas dissocier l'intelligence artificielle de la donnée. Et ça a commencé dans les entreprises essentiellement par comment s'organiser sur capter la donnée, la concentrer et ensuite l'analyser. Et ça, c'est une évolution profonde de nos organisations qui fonctionnaient plus ou moins avec des processus, mais beaucoup en silo dans pas mal d'entreprises. Aujourd'hui, l'entreprise doit avoir une démarche sur la collecte et la consolidation de ces données qu'elle n'avait pas auparavant, ce qui pose pas mal de problèmes ou de questions d'organisation, de gouvernance et même des questions culturelles. Donc on revient encore à l'humain. Et si on fait le parallèle avec l'open data, déjà en entreprise, être capable de faire de l'open data interne, c'est-à-dire de partager ces données avec les différents départements de l'entreprise pour en tirer encore plus de valeur, ça c'est un enjeu absolument colossal.
Donc le développement de l'intelligence artificielle dans les entreprises va effectivement de plus en plus se développer, tout en soulevant des questions à la fois d'éthique et de responsabilité. Je mentionnais l'éthique, mais responsabilité au sens aussi de traçabilité et d'explicabilité des algorithmes, parce que la responsabilité de l'entreprise va être bien évidemment engagée dans pas mal de cas. Donc qui est le responsable, qui est capable d'expliquer le raisonnement qui a conduit à une décision. Est-ce que c'est l'humain qui a pris le pas sur la machine, ou si c'est la machine qui a effectivement induit en erreur l'humain? Bon, il y a pas mal de questions qui sont soulevées de cette manière. Oui, j'ai l'impression qu'en discutant avec les entreprises, la demande n'est pas nécessairement très claire. C'est-à-dire qu'elles savent au fond qu'elles ont besoin maintenant de gérer ces données massives et de pouvoir avoir une grande réactivité, déjà une capacité de digestion de ces données, et ensuite de pouvoir les traiter et de rendre intelligent tout ça. Mais finalement, où se situe l'humain par rapport à cette chaîne aujourd'hui du traitement? Est-ce qu'il est à tous les niveaux, ou est-ce qu'on aura plutôt besoin de talents et de compétences qui seront en bout de chaîne pour analyser la donnée? Ou est-ce qu'on est encore dans le flou et finalement on ne sait pas trop Alors, à ce stade, ce qu'on voit se développer, c'est un besoin en compétences techniques, ça c'est évident, ça a été rappelé par Madame Maginot, sur le cloud, la sécurité, l'architecture, voilà des compétences techniques qu'il faut continuer dans les écoles, évidemment, d'inculquer. Mais curieusement, dans nos entreprises, dans les dimensions système d'information et digital, on a de plus en plus besoin de ce que j'appellerais les humanités numériques. On a un retour très fort sur les soft skills, tout simplement parce que dans les phases, alors, que ce soit d'apprentissage ou même de développement avec les méthodes agiles, on est en interaction totale avec les différents métiers de l'entreprise. Et il ne s'agit pas simplement de noter une expression de besoin, il s'agit bien évidemment d'une certaine maïeutique pour pouvoir accoucher d'un véritable produit qui soit fait en combinaison entre un métier et les systèmes d'information. Donc ces soft skills en matière d'empathie, par exemple, sont absolument nécessaires. La bonne compréhension des métiers, des processus, et ce n'est pas simplement la dimension technique qui doit intervenir. Voilà principalement l'évolution assez récente en termes de besoins de compétences. Donc l'accent sur les soft skills. Je pense que je m'adresse à une bonne population. Ah bah là, on est totalement dans le... de la ville. Et effectivement, on le voit, en tout cas alors en France, mais on le voit ailleurs. On avait un grand exemple avec la ville de Montréal, je pense, qui a été assez précurseur dans le domaine de la Smart City. Et il est vrai que les villes en France, maintenant, sont toutes, je pense, très interrogées. Alors on avait un exemple ce matin avec notre hôte qui nous disait que tout était connecté dans l'environnement. Alors oui, pourquoi devons-nous connecter ? Et que faisons-nous justement de toutes ces données? Moi, je connais certaines villes qui collectent énormément de data, et le problème est, que faisons-nous de ces data? Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue pour la ville de Lille, Monsieur Oural? Alors pour la ville de Lille, la métropole, puisque en réalité c'est la métropole dans laquelle je suis aussi en charge du numérique, et pas le reste par contre, qui en charge ce sujet. On s'en est emparé dans le cadre de notre politique Open Data, en permettant à nos 90 communes de pouvoir mutualiser une plateforme Open Data pour la mettre à disposition, évidemment, du monde associatif, du monde de l'entreprise, jusqu'à des GAFA comme Waze. Voilà. Et ça, notre enjeu à nous, sur la question de la donnée, il est d'abord de pouvoir exprimer la richesse qui est générée par l'ensemble de ces données, et d'aller plus loin demain sur la question d'agrégation des données pour faire de l'hypervision. Peut-être revenir sur les travaux, puisque c'est ce que vous m'évoquiez, les travaux qu'on a pu mener au niveau national. Donc, j'ai remis un rapport au gouvernement, à Jean-Yves Le Drian et
Jean-Baptiste Lemoyne sur la ville intelligente, qui était le troisième rapport que je remettais au gouvernement. Le premier étant sur la gouvernance des politiques numériques dans les territoires, donc, qui avait été demandé par Fleur Pellerin et remis à Axel Lemaire et à Emmanuel Macron, dans lequel on parlait mutualisation, capitalisation et principe de subsidiarité, qui est pour les collectivités et les territoires un enjeu organisationnel pour faire du numérique en réalité. Le second était plutôt moins algorithmique, entre guillemets, que essayer de promouvoir la question de la spontanéité territoriale autour de l'innovation publique territoriale. Et celui-là, sur les smart cities, la ville intelligente, même si la ville n'est intelligente par ceux qui la font et pas par les technologies qu'on peut y implémenter, la ville faite par le numérique, c'est quelque chose sur lequel la France se pose plein de questions. Elle regarde parfois avec beaucoup d'attention et de jalousie les autres territoires qui s'expriment comme étant des villes intelligentes. Et souvent, on voit dans les travaux qu'on a menés qu'en réalité, on a des atouts, et c'était l'objet du rapport qu'on a remis au gouvernement pour essayer de promouvoir ce qu'on a appelé de manière assez provocatrice le modèle français de ville intelligente à l'international. Et je ne reviens pas sur ce qui a été dit à juste titre, c'est qu'on a repéré 3 choses sur lesquelles on était plutôt bon, mais qu'on segmentait trop dans l'approche de nos politiques publiques notamment. Le premier aspect est d'abord celui infrastructurel de ce qu'est aujourd'hui le numérique dans la vie quotidienne. C'est les réseaux. De quelle manière aujourd'hui on est dans une vraie convergence de nos réseaux. On a une autorité organisatrice des réseaux que sont les métropoles. Et cette autorité organisatrice, aujourd'hui, elle doit mieux intégrer les technologies pour mieux piloter les réseaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous. C'est un des enjeux qu'on se donne à la métropole, évidemment, dans les villes, dont la ville de Lille. Le second aspect, je vais aller vite, c'est l'aspect urbanisme. On a vu les écoquartiers, qui avaient un objectif, c'est parler durable et en même temps bien-être des habitants, et on va aller plus loin sur la question de la prescription des citoyens. Et cette prescription, elle passe par le machine learning pour permettre d'apprendre mieux avec les technologies ce qui remonte la vibration du terrain, mais c'est aussi dans les approches civic tech que les uns et les autres pouvaient expérimenter. Le troisième aspect est beaucoup plus technologique, qui renvoie à ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est les aspects plateforme territoriale, la question de la donnée. Et là, notre enjeu pour nous, territoire, c'est l'hypervision. Quelle manière on a une photographie à l'instant T du territoire pour mieux piloter nos politiques publiques. Et ça, c'est l'enjeu de demain. Ça passe d'abord, pour nous, et c'est un chantier qu'on ouvre sur la métropole, la mutualisation des systèmes d'information. Je disais de manière très provocatrice il y a quelques années, je faisais partie des élus qui essayaient de combattre la dictature des DSI. Puisque malheureusement, et ce n'est pas contre les DSI, c'est que les décideurs n'intégraient pas assez l'importance stratégique que représentaient les systèmes d'information et la manière où on les construisait. Et ça, c'était extrêmement important pour nous. Et la mutualisation des systèmes d'information sur un territoire avec des stratégies d'API, je ne vais pas évidemment trop préciser, trop technique, c'est un enjeu politique, puisque c'est là-dedans, on paramètre ce qu'est la vision qu'on donne au territoire. Et cette plateforme technologique qu'on va mettre en place sur le territoire de la métropole dans quelques années est un enjeu vraiment stratégique. Le second aspect, c'est que la question de la donnée, évidemment, on l'a évoqué. Alors moi, je fais partie de ceux, évidemment, c'est des batailles que je perds à chaque fois, mais ça ne me pose aucun problème. Je fais partie de ceux que toutes les données qui sont générées dans l'espace public sont des données d'intérêt général et sont des données qui doivent être agrégées par un tiers de confiance, par un acteur parapublic, public, voilà, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui soit de l'ordre de l'intérêt général, redistribué au secteur privé à titre onéreux ou au secteur public à titre gracieux, enfin, peu importe. En tout cas, qu'il y ait à un moment donné une chambre des compensations qui soit de l'ordre de l'intérêt général, et en tout cas un tiers de confiance, parce qu'on a des enjeux de collecte, on a des enjeux de sécurité, des enjeux de redistribution, de préparation. J'avais même proposé qu'on ne s'est pas passé dans la loi République numérique, ça ne vous aura pas échappé, qu'on crée une nouvelle compétence au CGCT sur la préparation de la donnée. Et s'ajoute à cela, évidemment, 2 enjeux importants. C'est la blockchain, qu'aujourd'hui, malheureusement, dans nos territoires, on utilise peu, et pourtant, on pourrait travailler à beaucoup plus
d'implémentation de la blockchain sur les aspects démocratie, sécurité des données, du dialogue entre opérateurs publics, opérateurs et usagers ou électeurs ou je ne sais quoi, le vote électronique notamment, et l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, qui est le sujet, moi je ne crois pas que ce soit une révolution en réalité. C'est une nouvelle étape de la place de la machine dans le processus de décision. C'est évidemment une accélération. Mais on ne peut pas considérer que c'est une révolution parce qu'on aurait l'impression qu'on s'arrête là. Quand vous aurez les supercalculateurs qui seront arrivés dans l'ensemble de nos territoires, vous avez parlé des ordinateurs quantiques, qui vont accélérer la puissance de réflexion dans le cadre de l'intelligence artificielle. On ne parlera plus d'intelligence artificielle, on se posera la question, en réalité, de la question de l'éthique. Et c'est ça l'enjeu du public aujourd'hui. Et je crois que nous ne considérons pas l'intelligence artificielle comme une révolution, parce qu'on a l'impression que c'est un point d'étape ou un point final. On est bien au contraire sur une route très compliquée. Peut-être sur les deux autres aspects du rapport, pour terminer, ce sont les lieux. Les lieux sont importants dans l'appropriation, littératie numérique, comme certains l'appellent, pour tout à chacun, que ce soit les entreprises, les décideurs, les citoyens en général, puisqu'ils sont dans l'écosystème de production de solutions, d'usages, voilà, je ne sais quoi. Et on doit lier des espaces comme les tiers-lieux aux espaces qui aujourd'hui font converger académique, recherche, collectivité, accélération des startups ou les grands groupes, et qui sont représentés dans la French Tech, telle que vous l'entendez. Et donc ça, c'est important parce qu'on pense que voilà, cet écosystème-là est promoteur d'avenir et créateur du futur. Et le troisième aspect, on l'a évoqué, c'est la formation, qui aujourd'hui est vraiment, à mon avis, pas à la hauteur de l'enjeu que vous évoquez aujourd'hui. Cette formation de tout à chacun, une sorte d'éducation populaire à ce qu'est la transformation de la société par le numérique et la désintermédiation qui intervient partout. Souvent, pour terminer, je dis que pour les pouvoirs publics, pour les élus que nous sommes dans la même situation que le professeur aujourd'hui dans sa classe, qui a des élèves qui possèdent un smartphone et qui sont connectés au monde, à des informations fausses, vraies, peu importe, à un savoir qui est discutable, et un professeur qui n'est plus le seul détenteur du savoir et qui, au fond, doit être aujourd'hui l'animateur de l'esprit critique plus que l'apporteur du savoir. Et ça, d'une certaine manière, c'est une forme de lâcher-prise que nous, les territoires, on doit avoir pour laisser l'innovation émerger de la capacité d'intelligence des individus. Alors c'est extrêmement intéressant, Monsieur Oral, mais deux choses. La première, ce qu'on comprend, c'est que donc vous souhaitez connecter, en fait, ou reconnecter, ou connecter dans la métropole tous les acteurs, les parties prenantes. Donc ça, effectivement, j'allais dire, c'est tout à fait louable et c'est un très bel objectif. Mais concrètement, dans la finalité, c'était l'intérêt pour le citoyen et pour l'utilisateur, j'allais dire, dans la ville. Votre objectif, c'est qu'est-ce qui va changer, en fait, définitivement pour la personne qui va venir étudier ici ou qui va aller faire ses courses ou qui va vouloir se garer dans la ville. Alors, pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'on voit ce phénomène, donc appelé globalement Smart Cities, est en train de se développer un peu partout. On connecte, on veut tout mesurer, on mesure les voitures, la pollution, le risque sismique, le rythme cardiaque de la personne qui s'installe dans une voiture louée, c'est tout à fait bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait et quelle est la finalité de tout ça. Et on voit dans certaines villes émerger des programmes de formation pour former les cadres ou les personnels des mairies aux Smart Cities, justement. Donc, comment vous voyez en fait la finalité et comment vous voyez ce système se mettre en place ? Je vous laisserai lire les 200 pages du rapport, je ne vais pas évidemment les exprimer là. Je le ferai volontiers. Mais quand même vous dire que pour moi aujourd'hui, la ville intelligente, elle a des définitions extrêmement différentes. C'est soit un grand industriel mondial qui va se poser dans un territoire et faire une vitrine à ciel ouvert de cette ville, et donc avec un fort marketing
va pouvoir promouvoir ce territoire en même temps de vendant ses solutions. Soit c'est des territoires qui ont des problématiques importantes pour lesquelles le numérique peut avoir un sens, parce qu'on est sur du circuit court, on crée des plateformes ou je ne sais quoi, de mobilité. Voilà, sur l'action de la ville intelligente, sans aucun doute, il faut qu'on ait une approche. Moi, dans le rapport, je l'appelle la ville connectée, durable et solidaire. Je pense que la connexion n'est pas la finalité. Être connecté, c'est bien. Enfin, je pense qu'ici, on est tous connectés. Pour autant, on ne se connaît pas. Et je pense qu'il y a un sujet aussi de réhumaniser le process que permet le numérique. Sur la question de ce qui est territorialement mon problème, c'est quel intérêt ? En réalité, on ne peut pas être dans un monde de la désintermédiation sans que nous, on se pose la question d'assurer une qualité de service, une loyauté dans la visibilité que les citoyens ont des services qui sont à leur disposition. Et donc ça, c'est notre job. C'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas un industriel, un privé, qui doit faire son travail de gagner de l'argent, doit prendre la place de ceux qui doivent promouvoir l'intérêt général. Et donc la connexion n'a qu'un intérêt, c'est de pouvoir diffuser de l'information, mais nous, derrière les élus, nous devons rester à notre place pour présenter ce qui est les valeurs qu'on défend, tout simplement. Donc, encore une fois, le sujet de la connexion, c'est important. Les capteurs, la capacité des citoyens à visualiser les enjeux de qualité de l'air, les enjeux de déplacement, les enjeux de tout ça sont extrêmement importants puisque ça permet de les rendre d'une certaine manière co-responsables et pouvoir nous aider d'ailleurs à améliorer le service. Mais nous, on doit garder notre place, évidemment, d'acteurs publics qui sommes un tiers de confiance, la plupart du temps, les plus sérieux. D'ailleurs, il y a un exemple assez simple. Dans les organisations aujourd'hui, on a tous des espaces de co-design. On est un peu comme ça dans la société. Je pense aux Adicode ici, qui font un énorme boulot pour permettre une approche co-design, de co-construction. Le numérique permet ça, puisqu'on permet de faire remonter de l'information et une visualisation de l'offre de services territoriale. Très bien, mille merci pour tous ces éléments. Emmanuel, donc on va passer la réponse là. Vous nous avez vraiment un petit peu sollicité sur le lien entre aussi les talents et toutes les évolutions qui sont à l'œuvre. Alors Emmanuel, à toi de prendre en charge, j'allais dire, la synthèse et la réponse des écoles face à nos différents intervenants. Pas tout seul, Alice. On est un certain nombre dans la salle. Oui, alors, juste peut-être juste en introduction, c'est alors vous ne savez peut-être pas encore, mais si vous restez sur l'île, la semaine prochaine, vous, dans un magasin, vous achèterez des t-shirts bleus. Par contre, si vous allez en centre de la France, là, ça sera peut-être plutôt soit des chemisiers, soit des chemises, soit des pantalons qui, eux, seront jaunes. Et on peut comme ça, finalement, se dire que dans le sud-ouest, ça sera encore autre chose. Si vous y allez dans un mois, ça ne sera plus la même chose. Là, par contre, les pantalons seront arrivés dans le nord, où ça ne sera plus des t-shirts blancs, ça sera des t-shirts noirs. Tout ça, aujourd'hui, alors c'est comme dans les témoignages des journalistes. Hein, j'ai changé les noms des personnes et ainsi de suite, parce qu'on ne peut pas vous le dire. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on est capable de faire. Et pour le coup, j'ai pris l'exemple du textile, puisqu'on est dans le nord, et on est capable de le faire avec une entreprise qui n'est pas très loin d'ici, à 2 ou 3 kilomètres, qui est alors c'est plus qu'une start-up, elle a été créée il y a 8-10 ans maintenant, et qui justement travaille dans le domaine du machine learning pour le supply chain et pour tout l'approvisionnement des magasins. Et quand on regarde finalement cet exemple-là, on voit très bien finalement en termes de formation ce à quoi on va être confronté. C'est-à-dire qu'il y a une première évolution que l'on doit prendre en termes de formation, c'est effectivement, on l'a dit, tout ce qui est directement lié à l'activité numérique. On parlait des algorithmes de machine learning, on parlait de tout ce qui est réseau informatique, réseau de télécommunications. Donc c'est effectivement quelque chose que l'on doit prendre en compte dans nos programmes de formation. Diverses personnes en ont parlé. C'est un peu finalement la partie de la transformation un peu endogène finalement liée au numérique. C'est pourtant pas la plus grande partie. La plus grande partie, elle est plutôt, on pourrait dire, exogène. C'est l'impact, on l'a dit également, du numérique, du numérique qui a, c'est beaucoup plus large que ça dans mon esprit, sur l'ensemble des métiers, qui, eux, dépendent effectivement du donné, dépendent des données, dépendent de ces réseaux de communication.
Et là, effectivement, on voit qu'on a une évolution des connaissances, une évolution des méthodes qui entraînent des changements de métier, comme on le dit. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit prendre également en compte dans nos évolutions et sur lequel je vais y revenir. Et le troisième point sur lequel je voudrais également donner quelques éléments, on l'a également abordé, c'est la dimension éthique. La dimension éthique, la dimension responsable, c'est comment est-ce que finalement on forme nos ingénieurs, nos élèves des grandes écoles à cette dimension-là, sur un sujet qui est... alors, il y a toujours eu une dimension qui est une dimension éthique, mais aujourd'hui, la donnée peut impacter des millions, des dizaines de millions, centaines de millions de personnes, et on a quelque chose qui est véritablement prégnant. Donc, ce sont les trois sujets sur lesquels je peux apporter un témoignage de ce que l'on peut faire, nous en tout cas, sur Centrale Lille. Alors, la transformation qui est celle que j'appelais endogène, finalement, elle se traduit par quoi ? Elle va se traduire par une évolution ou par l'introduction de nouveaux modules, de nouveaux programmes de formation. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est un programme, tout ce qui est véritablement sur la partie sciences de données, donc mathématiques appliquées, sciences de données, intelligence artificielle. Donc ça, ce sont des programmes, je dirais, d'approfondissement que l'on a mis en place maintenant il y a 7 ou 8 ans et qui évoluent régulièrement. Donc j'ai parlé de la partie informatique, mais c'est également mathématiques, mais toute la partie également informatique, avec des frameworks comme Hadoop, par exemple, les problèmes de sécurité. Là, on est au cœur de la donnée. On a également abordé toute la dimension, finalement, également système d'information avec lien avec la stratégie. Et donc, c'est la capacité de mettre en place pour nos ingénieurs des programmes de formation liés à cette transformation de l'entreprise. Donc, en termes de témoignages, 2 exemples qui me viennent en tête. C'est une chaire de ce qu'on appelle une chaire de modélisation d'entreprise qui vise à former une partie des ingénieurs à accompagner cette transformation en ayant la conscience complète du système d'information, ce dont on a parlé tout à l'heure, mais en lien avec toutes les strates de l'entreprise, jusqu'à la prise en compte de la stratégie de l'entreprise. Donc, des ingénieurs qui sont conscients de cette transformation en lien avec la stratégie. Et ensuite, des programmes qui peuvent être, je dirais, que l'on met en place, comme alors là, c'est avec nos amis du groupe des écoles centrales sur le GEC Lab, donc le Disrupt Campus, qui vise à former des ingénieurs à la transformation des entreprises, transformation numérique et collaborative, pluridisciplinaire, avec des technologies disruptives. Donc là, on est sur, je dirais, ce qu'on peut faire dans le domaine même du numérique. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons, donc nous avons remis à plat complètement, par exemple, le cursus centralien, en repartant véritablement d'une feuille blanche compte tenu de l'enjeu des impacts, de tout ce dont on est en train de parler. Et effectivement, c'est de voir dans quelle mesure l'ensemble des autres métiers, finalement, sont impactés par le numérique et comment est-ce qu'il faut les former. Si on prend dans le domaine pas seulement pour l'IA, dans le domaine du numérique, si on prend la construction, génie civil, c'est un domaine qui a été impacté. Si on prend tout ce qui est BIM, par exemple, allié à la visualisation 3D, allié au réseau, vous pouvez avoir désormais une conception qui est une conception agile avec des partenaires qui sont répartis un peu partout sur la planète, donc des modes de travail qui sont différents. Et ça, il faut entraîner il faut former nos ingénieurs à ça. Donc, tout un programme d'évolution, pour le coup, de l'ensemble des autres, je dirais, disciplines, d'autres secteurs de formation de l'école, de façon à ce que finalement ces intégrateurs, vous parliez d'intégrateurs tout à l'heure, soient capables de prendre en compte, d'interpréter la donnée également au regard de la vision métier de l'entreprise. Donc, c'est pas la donnée pour la donnée, c'est la donnée pour le métier, et donc avoir cette capacité-là d'intégration finalement que l'on peut amener. Ensuite, il y a toute la dimension, on appelle soft skills, on appelle la partie relations humaines. On voit également que tout ce qui est numérique amène une transformation comportementale en termes de relations humaines, et ça, il faut également former nos ingénieurs à ces transformations-là. Et ça, on va l'avoir au travers d'un certain nombre d'activités pédagogiques. Juste pour en donner peut-être 2 pour illustrer.
Nous avons mis en place un projet d'élèves donc qui dure 18 mois par groupe de 15, on va dire de 15 à 20 élèves. Donc en fait une certaine complexité pour les apprendre justement à gérer toute cette complexité. Et de façon à pouvoir gérer, je dirais, ce groupe, il y a l'introduction d'outils numériques, de messagerie collaborative, type Slack, de Google Drive, de façon à avoir du partage d'informations. Enfin, et ce n'est pas tant l'apprentissage en lui-même des outils qui est important que l'apprentissage finalement des comportements qu'ils permettent d'induire. Donc effectivement, en termes de mobilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant n'est plus forcément sur place, il peut en même temps faire une mobilité de l'autre côté de la planète et pour autant participer au projet qui a lieu de son groupe qui reste ici en France. Et pour autant, il a un apprentissage en termes de connaissances, de connaissances et de compétences. Il y a également un gros développement autour de l'autonomie. Donc par exemple, désormais, dans cette formation, il y a 50% au maximum de chaque enseignement qui est fait en présentiel, le reste étant fait en autonomie, via notamment l'utilisation potentielle d'outils numériques. Bon, on parle de Moodle, on parle de vidéos, ce genre de choses. Mais de systématiser finalement la partie autonomie de façon à développer cette capacité-là, cette compétence-là chez l'ensemble des élèves ingénieurs. Le dernier point, c'est celui finalement de l'éthique. Donc, à côté des enseignements d'éthique, j'oserais dire un peu classiques que l'on peut avoir, ce que nous pensons et ce que je pense, c'est qu'il est important de développer le sens de la responsabilité chez les élèves ingénieurs, les élèves de grandes écoles, par une réflexion sur eux-mêmes. Et donc, il y a un gros travail qui est fait de façon, c'est des modules qu'on appelle de connaissance de soi, de façon à beaucoup mieux connaître leurs valeurs, les mettre en lien par rapport à celles de l'entreprise dans laquelle ils vont être. Et l'objectif est également de faire en sorte que, je dirais en termes de responsabilité, on puisse aussi créer des ingénieurs qui, une fois dans l'entreprise, seraient capables de dire non à un moment donné si le projet qu'ils estiment qui va être mis en place n'est pas compatible non seul avec leurs valeurs, avec la vision qu'ils peuvent avoir du monde. C'est aussi une demande que nous avons eue d'un certain nombre d'entreprises de former des ingénieurs finalement qui ont cette capacité-là pour alerter l'entreprise à un moment donné sur un certain nombre de choses qui pourraient ne pas aller. Donc au global, je pense une action sur l'ensemble, enfin en tout cas sur un très large spectre de domaines. Et en conclusion, c'est également quelque chose, cet impact-là sur la formation, c'est quelque chose qui a été transformant également pour nos écoles, c'est-à-dire qu'il a fallu s'adapter. C'est pas seulement les outils numériques qu'il a fallu apprendre, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est se placer également en termes de formation à côté. Donc c'est tout un programme de formation également, de transformation culturelle de nos établissements. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. J'allais dire, tu fais vraiment la synthèse entre ce qu'on a entendu hier et ce qu'on voit aujourd'hui. Au fond, plus on rentre dans cette intelligence artificielle et plus la place de l'homme, le talent, l'être humain, sa capacité à se connecter, son envie, c'est vraiment, on est plus dans la course de relais que dans le marathon ou le sprint. Au fond, maintenant, on est obligé de se connecter ensemble et d'avancer ensemble. Et au fond, c'est peut-être l'enjeu pour nous, grandes écoles, et d'arriver justement à se mettre main dans la bain, même ingénieurs et managers, pour justement apporter ces talents à vous, entreprises, qui soient véritablement prêts à l'emploi, mais prêts surtout à affronter ces évolutions. Alors, même si on ne parle pas de révolution, mais en tout cas ces fortes évolutions technologiques dans l'entreprise. Et là, je pense que c'est plus que jamais, nos écoles sont fortement interrogées sur la question. Ça, c'est clair. Et alors, peut-être je vais me retourner vers la salle. Alors nous sommes ici avec les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Comment, chers collègues, vous voyez apporter des réponses en fait aux intervenants de la table ronde, et qu'est-ce que vous inspire ces regards croisés sur aujourd'hui Big Data, intelligence artificielle, révolution ou évolution des technologies? Yes. Oui. Alors attendez, je vais essayer de vous passer mais peut-être André va vous apporter un micro. Merci, parce que j'ai une petite voix, je préfère avoir le micro. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Donc, je rappelle une créa Hauts-de-France avec les écoles HEI, ISA, ICN Lille.
dans la pédagogie qu'on a avec les étudiants ou dans la façon dont on peut opérer des sujets de recherche sur ce qui est big data, intelligence artificielle, c'est qu'on essaie de mettre l'usage au cœur de ça. Et en fait, c'est quelque chose qui permet vraiment de mieux s'approprier et un peu de résoudre ces questions-là, même d'avoir un peu moins peur de ces questions-là. C'est qu'à partir du moment où on part d'un usage, on donne beaucoup de sens à ces approches-là. Je donne 2 exemples. Donc avec les Adicodes, on a bossé avec la ville de Saint-Quentin. La ville de Saint-Quentin, en ce moment, elle est partenaire d'un projet Interreg pour mettre des outils de Smart City sur son territoire. Et en fait, on les a aidés à co-construire avec des acteurs du territoire 3 cas d'usage pour lesquels ils allaient pouvoir expérimenter des choses sur leur territoire. Et en fait, ils ont essayé de déterminer des occasions de devoir utiliser la donnée et un objectif. Donc, ils avaient 3 thématiques. Il me semble que c'était énergie, mobilité et climat. Et sur le climat, ils ont choisi un cas où ils ont récolté des données météorologiques pour pouvoir aider les jardiniers municipaux à opérer leur tournée d'arrosage et de suivi des espaces verts. Et donc, à partir du cas d'usage, on voit que le côté, Emmanuel parlait d'éthique, c'est qu'on voit qu'on donne du sens et qu'on n'est pas dans un foisonnement de récolte de données sans leur donner une destination utile. Je donne un autre exemple. On a au sein d'InCrowd France un laboratoire sur une maison intelligente. Donc on a créé un appartement témoin, qui est un appartement connecté, qui est un lieu de recherche et de pédagogie, un lieu d'expérimentation. Et en fait, on a essayé d'imaginer dedans des outils de Internet des objets, intelligence artificielle et récolte de données au service du maintien à domicile des personnes âgées. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant de multiplier les données à récolter, c'est bien de se dire, on essaye d'imaginer le parcours utilisateur d'une personne âgée à son domicile, qui veut rester à son domicile, et qu'est-ce qui lui est utile. Et ça permet même de réfléchir plus intelligemment au côté interopérable des données, de même être frugal dans les données qu'on récolte, qu'est-ce qui est vraiment utile. Est-ce qu'on a besoin de plein de données, ou juste de 2-3 données clés qui fonctionnent et on imagine la journée ou la semaine de la personne. Et là, les outils du numérique sont vraiment utiles à ça. Donc voilà, vraiment ce côté usage, ça me paraît être une donnée vraiment, un point de départ de réflexion super utile à ça. Quelqu'un veut répondre à ça? Je pense que vous avez tout à fait raison et c'est un peu la façon d'aborder dans l'entreprise ces technologies. 2 éléments sur les données. Je suis tout à fait d'accord, on a commencé à consolider des données sans trop savoir ce qu'on voulait en faire. Et on est repassé dans quelque chose de plus raisonnable, où on commence par essayer de traiter un cas, traiter un problème ou apporter de la valeur, et ensuite d'utiliser les technos. Pour compléter ça et aller encore un peu plus loin, je pense qu'une des dimensions les plus importantes d'une stratégie d'entreprise aujourd'hui, qui doit être traitée non seulement par les directions générales, mais aussi par les conseils d'administration, c'est véritablement l'expérience client. Et c'est là qu'on a les plus grosses ruptures. Et c'est à partir de là, sur l'expérience client, qui peut être complètement différente, qui peut amener à des business models différents, qui peut amener à des services nouveaux. C'est à partir de cette expérience client qu'on traite en fait l'évolution de nos systèmes, des technologies qui les sous-tendent, et éventuellement l'apport de l'intelligence artificielle là-dedans sera colossal pour accélérer, pour enrichir. Donc les cas d'usage sont le point de départ. Parfaitement d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur? Oui, Bernard Ruffieux, Grenoble INP, toujours. Je voulais simplement dire que, au fond, dans la formation des élèves, mon sentiment, c'est que plus on va leur parler d'intelligence artificielle, plus symétriquement, il faut qu'on leur parle aussi d'intelligence naturelle. Et que l'usage du mot intelligence pour qualifier les deux est susceptible d'introduire, voilà, ce que Pascal aurait appelé de la confusion des ordres. Et qu'il est important de faire en sorte qu'ils ne confondent pas les ordres. C'est-à-dire que le mot intelligence n'est pas le même sens des 2 côtés pour eux. Et qu'ils voient, on l'a vu ce matin, que dans l'industrie, il y avait de la substitution entre les deux en termes de tâches à réaliser, qu'il y avait de la complémentarité, etc. Mais que sur le fond, sur le plan le plus radical et profond, finalement,
la valence était de notre côté, l'homéostasie était de notre côté, que les émotions étaient de notre côté, que la conscience de soi était de notre côté, et que tout ça ne relève évidemment que de l'humain et pas de l'intelligence artificielle, et qu'il est important, tout en utilisant encore une fois sur le plan fonctionnel le même terme pour qualifier les deux, qui encore une fois sont substituables et complémentaires, que quelque part, finalement, le mot intelligence utilisé dans ces deux domaines est très trompeur, et que le risque, le pire qu'on voit quand même chez certains de nos élèves qui arrivent en cours en disant « Ah, j'ai pas changé mon logiciel ce matin », voyez, et de se dire qu'au fond, ils sont en train de confondre les deux, et que quand un de nos élèves se prend pour un ordinateur, ça déclenche en moi des grandes inquiétudes. Je déteste dire, vous avez raison. Par contre, j'ai pas compris de quelle structure vous étiez, monsieur. Ah, d'accord. Oui. Je pensais Grenoble. J'ai bien connu Montbonneau-Saint-Martin, où j'ai fait ma prépa. Mais non, vous dire que moi, je suis assez d'accord avec vous, évidemment, comme beaucoup ici, avec quelque chose de très important dans le rapport qu'on a essayé d'évoquer, c'est en réalité la ville bienveillante face à l'hypertechnologie. En tout cas, revenir sur ce que tu disais à l'instant sur le positionnement usager centré. On voit bien que dans les échanges qu'on a eus à l'international, nos partenaires, je pense au maire de Medellín notamment en Colombie, qui nous disait ce qu'on attend de vous, en fait, la France, comme message sur la manière de fabriquer la ville du futur, avec l'ensemble des services, tout ce qu'on a évoqué en back-office, en front-office, c'est votre capacité à animer et à orchestrer et à harmoniser la relation entre le bien-être et la technologie qu'on met en face. Et ils considèrent que la France, là-dessus, était intéressante. Alors, ils appellent ça le bien vivre à la française. Nous, on dit effectivement c'est la ville où on a normé énormément de choses. Et en tout cas, l'enjeu aujourd'hui, après avoir été excité par la technologie, on veut revenir à des sujets où la bienveillance du territoire prime. Oui, ça m'a fait penser à l'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle. Ça m'a fait penser qu'il est quand même fondamental également de réussir à développer chez nos élèves, ingénieurs, et chez tout un chacun, l'esprit critique. Il est fondamental de conserver son esprit critique, parce qu'on parle de la donnée, effectivement, on dit tout à l'heure qu'on part du terrain, on part des données terrain. Il ne faut pas oublier, on parle de machine learning, on parle d'apprentissage, on part des données, donc on part de ce qui existe. Et il y a toujours un risque important, c'est de reproduire ce qui existe déjà. Si vous prenez finalement l'exemple de tout à l'heure, quand je dis que dans tous les magasins, vous trouverez des t-shirts noirs, ces t-shirts noirs, ils sont issus d'un historique de vente contextualisé énorme, et finalement, ils reproduisent ce que, si on simplifie à l'extrême, une certaine majorité souhaiterait. Et donc, on peut tendre vers l'uniformisation ou l'uniformité. Si je vais prendre un autre domaine qui va nous intéresser, qui est celui de la formation, si on demande finalement un des grands sujets dans le domaine du numérique, c'est comment est-ce que l'on va attirer beaucoup plus de jeunes femmes finalement dans le domaine du numérique. C'est un métier qui reste très masculin. Si vous demandez à l'intelligence artificielle d'utiliser l'ensemble de la masse de données actuelle de ce qu'on va trouver en termes de formation numérique, il va vous sortir une solution qui est principalement finalement axée sur la formation du numérique pour les hommes. Donc toujours bien garder l'esprit critique, toujours garder en tête que les données ne ressortent que ce qu'elles ont initialement. Les algorithmes de machine learning, les mathématiques peuvent être aussi puissantes et complexes qu'elles soient. Les données n'ont que la réalité de terrain, aussi grande soit-elle. Donc à côté de cet aspect technique, il est fondamental de conserver, effectivement, je partage l'intelligence naturelle et j'insisterai également sur conserver l'esprit critique que l'on doit réussir à conserver en toute situation. Et quand on parlait de la place de l'homme, finalement, il est en début de chaîne, en fin de chaîne. Je pense qu'il peut être sur toute la chaîne à exprimer son esprit critique sur ce que l'on est en train de faire. Ça me paraît fondamental également en termes d'éthique et de responsabilité. Là, si je peux compléter aussi sur l'impact finalement du numérique dans la relation au travail, parce que on a signé, on est une première entreprise à avoir
mis en place un accord avec nos organisations professionnelles sur l'usage du numérique et le droit à la déconnexion. Donc, parce qu'on voit bien que dans l'usage, effectivement, du numérique qui suppose qu'on on reçoit ses mails, on peut les lire à n'importe quel endroit, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, sur d'ailleurs tout l'ensemble des outils dont on dispose dans une entreprise. Et donc, on a inscrit dans notre accord donc, un droit à la déconnexion. Et également, on a prévu donc une formation de nos managers sur cette nouvelle relation au travail et les risques liés à un usage qui serait trop prégnant du numérique. On voit bien dans tout ce que vous dites qu'effectivement, il y a une évolution des relations sociales, justement, avec cette évolution technologique. Il y a une évolution du rôle de la prise en compte et du rôle de l'être humain, au fond, dans le système, beaucoup plus important que qu'il a pu être par avant. Et ça pose beaucoup de questions, et en matière de formation, et en matière aussi de co-construction, en fait, de ces systèmes entre les formateurs et puis ce que vous faites. C'est-à-dire, je pense que là, on est en prise directe les uns avec les autres pour pouvoir former les talents qui vont exactement s'adapter à ce que vous dites. Et alors, est-ce qu'il y a une question, avant de poser une dernière question globale à la salle, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qui a été dit? Dr Cos, de l'École de santé des armées de Lyon. Voilà, simplement une réflexion, quelque chose qui m'interpelle, c'est l'absence parfois d'esprit critique par rapport au vocabulaire utilisé. Il y a un problème tout le monde utilise les mêmes mots, vraiment avec dans des domaines variés, avec des acceptations, des sens complètement différents. J'ai entendu parler d'empathie. En fait, quand on entend parler d'empathie, j'ai compris que c'était la compréhension des besoins du client, etc. Alors, je vous parlais de l'empathie en médecine, rien à voir. Et plein d'autres termes comme cela, ça induit des confusions terribles. Et après, en tout cas, il faut bien, si on veut réfléchir au problème, l'enseigner, faire des recherches, faut bien savoir de quoi on parle, le cadre des définitions, et voilà, pour vraiment savoir de quoi on parle et pas simplement faire des élucubrations sur des concepts assez flous et finalement assez mous. Voilà. Non, mais vous avez parfaitement raison, parce que tous ceux qui... on a des écoles autour de l'IA, et effectivement, on a beaucoup de nos collègues qui disent, au fond, on ne sait pas de quoi on parle aujourd'hui. Et tout le monde en parle, mais on ne sait pas véritablement les tenants, les aboutissants, pourquoi. C'est pour ça que je me suis permis un peu de poser des questions en disant, mais quelles sont les finalités, qu'est-ce qu'on cherche, et de quoi véritablement parle-t-on? Et donc, vous avez raison de remettre le rôle des concepts, effectivement, est important, parce qu'il ne faut pas se perdre. Alors, une dernière question avant de finir. Alors, on n'a pas la réponse, mais je voulais juste recueillir votre sentiment là. Ah, vous avez une question, pardon, allez-y. Non, Bernard Vitou, NSIC, Nancy. Pour aller dans le prolongement de ce qu'a dit Bernard Rufieux et dire à combien je suis d'accord avec lui, je pense qu'on peut même aller plus loin que ce que Bernard a dit à propos de la relation entre le numérique et l'humain. En réalité, quand on s'intéresse à ce que sont les développements les plus récents de la compréhension de l'évolution biologique, on sait très bien que l'aventure humaine n'est qu'une toute petite partie de l'aventure de la vie sur Terre, voire dans l'espace, voire dans le monde, voire dans l'univers. Et qu'à partir de là, lorsqu'on sait très très bien qu'en réalité, cette aventure humaine est aujourd'hui totalement liée à l'évolution écosystémique de notre environnement sous toutes ses formes, on s'aperçoit que l'évolution du numérique, l'impact qu'il est en train de prendre, aura des conséquences gigantesques, quoi qu'on en pense, et à plus ou moins long terme, pas forcément très loin, sur ce que nous sommes en train de devenir, nous les hommes, mais pas seulement nous les hommes, toute la vie sur Terre. Et moi, je m'interroge beaucoup sur le fait par rapport à cela, et par rapport donc à cette vision qui est une vision globale de l'évolution biologique sur Terre, je m'interroge beaucoup sur le fait que nous soyons capables, bien au-delà de ce que sont les problèmes simplement humains, de voir en quoi nous impactons dans ce cadre-là de façon raisonnée, intelligente si possible évidemment, ce que seront effectivement les évolutions des différentes formes de vie. Ça peut paraître un tout petit peu ésotérique, mais en réalité, on le sait très bien, notre vie est totalement entrelacée
l'aventure humaine est totalement entrelacée avec tout ce qui nous entoure. Le numérique en fait partie. Et le numérique, de ce point de vue-là, a besoin d'être en quelque sorte capturé, approprié, pour que l'on sache où il nous conduit. Vous voulez réagir? Ils ne veulent pas réagir. Si. Non, et toc. Je précise que je suis biochimiste et un peu biologiste. Ah, bah ça, on comprend tout. On partage, je pense. Il y a une responsabilité de l'ingénieur. Je crois que c'est Pompidou qui disait ça à l'inauguration de l'école centrale. Il y a une responsabilité de l'ingénieur. C'est pas simplement de mettre en œuvre la technologie, mais c'est de comprendre les conséquences de ce qu'il met en œuvre. Et je pense que c'est tout à fait vrai, mais c'est assez compliqué comme question. Non. Et alors, j'en viens, merci d'avoir fait cette transition, si j'ose dire, parce qu'il y a une préoccupation, j'allais dire, encore supérieure, et vous avez eu raison de la noter. En ce moment, il y a énormément de production de contenu dans les grands journaux, dans les grands quotidiens, et dans les hasards d'un avion, je suis tombée sur un article qui parlait de la guerre du numérique que se livraient actuellement les grands continents dans le monde. Et la grande guerre était conduite à la fois par les États-Unis et la Chine, qui investissent plus des dizaines et des dizaines de milliards dans l'intelligence artificielle. Et ce que disait le quotidien en question, que je nommerai pas, on a suffisamment parlé des quotidiens ces dernières semaines, et c'était de dire l'Europe est complètement maintenant n'existe plus dans ce jeu-là. Et finalement, les Européens vont récupérer des normes édictées par soit la Chine, soit les États-Unis en matière d'intelligence artificielle. Alors ça pose, monsieur, le problème que vous avez relevé là, qui est un problème philosophique. Est-ce que du numérique, on doit en faire véritablement une guerre économique? Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et finalement, nous avons tous une responsabilité si nous souhaitons continuer effectivement à pouvoir pérenniser cette vie qui nous est chère, mais en tout cas, et aussi la place de l'Europe et pourquoi pas la place de notre pays dans cette dimension-là. On n'a pas de réponse à donner, mais finalement, est-ce que vous vous dites, bon, finalement, ça nous dépasse si on n'en parle pas, ou qu'est-ce qu'on aurait à faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que les entreprises sont concernées par ce qui est en train de se passer, ou finalement les grandes normes de demain ne nous appartiendront plus, on sera obligé de les suivre? Est-ce qu'à un moment donné, moi, ça m'a un peu interrogée, alors j'ai aucune réponse, hein, mais est-ce que collectivement, ça vous interroge? Alors, je pose la question à nos intervenants avant toute chose. Moi, je crois qu'effectivement, c'est un enjeu de souveraineté. Et en réalité, la question d'où vont nos données, c'est la tentative RGPD. D'où vont nos données, de quelle manière on protège les individus, de quelle manière on garde une forme de maîtrise sur la donnée devant les GAFA américains ou devant l'hyper-technologie des Asiatiques. Où est la place de l'Europe et de la France notamment? Et ça, vraiment, je pense que c'est un enjeu de souveraineté, de géostratégie. Voilà. Et je pense que les choses sont bien intégrées. Le seul problème qu'on a dans cette affaire, c'est qu'en réalité, on part en ordre dispersé sur ce combat. Quand les Asiatiques et les Américains, évidemment, sont très unis. Ils sont extrêmement prégnants dans l'ensemble de nos industries en Europe. Donc ça pose question, effectivement. Ça donne l'impression qu'on est en dehors du jeu. Simplement, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui un projet d'agence européenne pour l'innovation qui a une vocation à réfléchir aux technologies de rupture. Les nouveaux Alstom, les nouveaux Airbus, la question de l'intelligence artificielle ou ces sujets de transformation de la société par le numérique à tous les niveaux est malheureusement est pris comme une question périphérique et pas le cœur du problème. Et je crois que le sujet, il est là. Oui, je pense que c'est mon avis, c'est également celui-ci, c'est que c'est un enjeu de souveraineté, effectivement, pour la France et pour l'Europe. Je pense qu'effectivement, alors, il y a un enjeu national, mais c'est un enjeu que on parlait de la Chine et des États-Unis, on ne pourra relever qu'au niveau européen et avec une politique et une stratégie concertée.
Alors, sur ce qui est fait plus particulièrement en France, hein, effectivement, il y a le rapport Villani, il y a le plan d'action qui a été annoncé par le président de la République. Sur les différentes actions, hein, finalement, c'est réussir à conserver tout ce qui est matière grise, hein, c'est ça, c'est le développement de centres de compétences, c'est l'accès aux données, c'est le développement effectivement d'un cadre financier pour les entreprises, et c'est de nouveau l'éthique sur les données. Je pense qu'on a, je dirais, sur les grandes orientations, on peut être que d'accord, je dis qu'elles n'engagent pas forcément, on ne peut être que d'accord sur ces grandes orientations. La réussite de tout ça sera, comme souvent, sur plusieurs points, sur la façon dont on va faire les choses de manière opérationnelle. C'est effectivement dire qu'il faut que l'Europe ait une politique concertée, il peut y avoir une loi cadre qui va le définir, mais comment effectivement est-ce que dans les faits, les Européens seront en capacité d'avoir une activité dans ce domaine-là concertée. Je ne suis pas en capacité de le dire aujourd'hui. Pour les choses qui nous concernent un peu plus précisément, lorsque l'on dit oui, il faut conserver les cerveaux, il faut conserver la matière grise, oui, ça aussi c'est un enjeu, parce que on voit très bien que, tu parlais des États-Unis, de la Chine, les grands centres de recherche et finalement toute cette économie dans ces pays, elle s'alimente également des élèves, enfin de ceux que nous avons formés ici en France finalement, qui s'expatrient dans ces deux pays parce qu'ils vont y trouver les salaires, et parce qu'ils vont également y trouver l'environnement qui permet de mener leur activité dans de bonnes conditions. Moi, j'étais dans une équipe de recherche qui était dans ce domaine-là. Il y a une personne qui est restée, c'est celle avec l'entreprise dont je parlais tout à l'heure. Il y en a 5 qui sont partis chez Google, chez Facebook et dans les GAFA parce que, alors, 1, les salaires étaient beaucoup plus élevés, et 2, peut-être encore plus, parce que les conditions de travail pour mener les recherches étaient également beaucoup plus satisfaisante que ce que l'on va avoir en France. Et là, il y a 2 questions qui vont se poser. Je voudrais illustrer ça, il y a 2 questions. La première, c'est la capacité que l'on va avoir à mettre les moyens financiers qu'il faut, effectivement, mais pas seulement. Je pense qu'également la question, c'est est-ce qu'on est en capacité culturellement d'évoluer de façon à ce qu'on puisse mettre les moyens qu'il faut pour donner l'environnement de travail qu'il faut à ces chercheurs-là. Et là, de nouveau, je n'ai pas forcément la question. Nous sommes dans des systèmes qui sont relativement longs à évoluer. Je ne suis pas certain que l'on puisse avoir le temps. Ouais. Oui, en complément sur les aspects financiers, effectivement, il faudrait que les entreprises aient, en France et en Europe, la capacité d'offrir des salaires aussi compétitifs par rapport aux Américains en particulier. Ce qu'on peut voir aussi en termes de financement, c'est que je crois qu'on a annoncé un investissement de 1 milliard en France pour le quinquennat et la Chine en dépense 10 milliards par an. Donc, est-ce que la course est déjà perdue d'avance ? Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'on a des atouts à faire valoir. On a des très bonnes formations, on a des qualités, des laboratoires de recherche. Et l'intelligence artificielle fait partie des secteurs sur lesquels on doit pouvoir compter pour l'avenir. On a des industries qui se sont bien positionnées à l'échelle internationale dans le passé. Ce n'est pas la peine de baisser les bras, et notamment sur ce domaine d'intelligence artificielle, on a la capacité de le faire avec la France, mais essentiellement aussi avec l'Europe. Mille merci. C'était un peu ce qu'on voulait entendre en fait sur la fin. Oui, nous avons des atouts, donc à nous maintenant de nous mettre ensemble pour y arriver. Écoutez, mille merci. Je crois que l'heure est passée. Tout le monde doit avoir très faim. Merci beaucoup d'avoir assisté. En tout cas, mille merci d'avoir participé à cette table ronde. Et donc, j'appelle Anne-Lucie Wack. Je ne sais pas si on dit Wack ou Wack. Wack. Merci Alice. Oui, on dit vac comme wagon, ouais. Mais bon, wac, je m'y reconnais quand même. Merci beaucoup Alice pour l'animation de cette table ronde. Merci aux intervenants. Alors tout le monde a très faim, mais je vais quand même vous faire une petite synthèse. Alors, je suis derrière ce truc qui est très très grand, donc, mais j'ai besoin de mon ordi puisque je viens de la taper sur l'ordi, donc j'ai besoin de quelques notes parce que tout ça est quand même très frais. Alors, la première chose que je voudrais... Ah, très bien. Les creative builders. Est-ce que ça va suffire ? Je me sens beaucoup mieux.
Merci. Alors, la première chose que je voudrais souligner, c'est qu'il me semble que ce congrès est très illustratif, en fait, de la réflexivité et de l'agilité qui fait la force de notre école, cette capacité qu'on a à réfléchir ensemble, à avoir un regard sur nos pratiques, à les interroger et à essayer de bouger vite et dans le bon sens dans un contexte où, nous l'avons vu tout au long de ces 2 journées, les transformations s'accélèrent. On nous a dit que certains changements avaient été faits sur un très long pas de temps et que maintenant tout ça allait se faire en 2 générations. Notre philosophe entrepreneur insistait beaucoup sur ces pas de temps-là. Et c'est vrai que dès le démarrage de la journée, les 3 interventions introductives, celle de Jean-Michel Blanquer, ministre, mais aussi ancien DG de grandes écoles et membre très actif de la CGE, Frédéric Van Hems, DG de Veolia, et Boris Cyrbedt, donc le philosophe entrepreneur, ont vraiment convergé sur la place à donner à l'humain. Et on a encore vu ça tout au long de la dernière table ronde, face aux opportunités, aux risques liés notamment au numérique, on vient de le voir, mais aussi à la technologie d'une façon générale. Ils ont convergé aussi sur le besoin d'une autre façon de fonctionner ensemble dans un contexte de transition entre les anciens modes d'organisation pyramidaux, en fait, et les nouveaux modèles d'organisation beaucoup plus en réseau. Et ils ont convergé aussi sur le besoin d'agilité face à des transitions très rapides, ou même des révolutions quand on parle de l'intelligence artificielle dans la dernière table ronde. Et c'est vrai que ces 3 dimensions sont revenues de façon récurrente. On a entendu plusieurs fois le mot humain, dernièrement intelligence naturelle. Enfin, c'est vraiment revenu très très fortement. Alors, sur les débats de ces 2 journées, donc ils ont été très riches. Ils ont été aussi ces journées ont été dense et même pleine d'imprévus, avec par exemple l'intervention un peu surprise de Xavier Bertrand sur le rôle de l'État et des territoires hier, et puis d'autres imprévus sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais il me semble, et puis d'ailleurs, c'est relaté dans les dépêches AEF qui sont en train de sortir, notamment. Mais il me semble très intéressant en conclusion de cette journée, et en complément de ce qui a été présenté par les restitutions des tables rondes, et sur lesquelles je ne reviendrai pas, sur l'impact des grandes écoles sur les territoires, l'entrepreneuriat, l'innovation responsable, la place des SHS. Je voudrais revenir sur un sujet qui était un fil rouge dans cette journée, qui était le sujet central de la transformation des métiers et des compétences. Alors, nous avons pu voir tout au long des 2 journées les diverses façons de définir les compétences. Chaque intervenant a quasiment toujours donné 4 ou 5 compétences clés avec différents prismes selon les intervenants. Mais il me semble qu'il y a des constantes qui sont ressorties très très clairement. Alors, la première constante, c'est la place des compétences transversales. Florence Cordier du CEREC a clairement insisté là-dessus, mais beaucoup d'autres intervenants. Elle a parlé même de CV inversé, en disant regardez peut-être même d'abord ces compétences transversales avant de regarder le reste. Les compétences transversales et comportementales. Et on rejoint aussi la question de l'humain. Alors, une deuxième constante qui est ressortie clairement, c'est l'intérêt de compétences parfois beaucoup plus difficiles à définir. Alors, je ne vais pas toutes les reprendre, mais dans les différents intervenants qui nous donnaient les compétences clés, par exemple, quand Boris Cyrbedt nous disait bon, voilà les compétences clés, mais il y a aussi une vraie réflexion à avoir sur la créativité, l'intuition versus l'esprit critique. Il disait les grands leaders. On s'interroge de plus en plus sur leur capacité d'intuition versus leur capacité d'esprit critique. Quand Valérie Godard parlait de creative builders, quand Boris Cyrbedt parlait d'alignement tête, cœur, trip, ou d'apprenance, ou de désir et d'envie, ou de volonté, d'énergie à aller de l'avant, et c'est quelque chose qui a été aussi mis en exergue par Aude Gau et Émilie Tang, les créatrices d'entreprises de ce matin. Ces compétences-là, comment on les définit, comment on les caractérise, c'est pas forcément évident. On comprend tous, je crois, ces messages ont été clairement reçus, on ressent tous ça, on converge tous, mais comment on définit? Et par exemple aussi quand Émeric Fortin de l'école des Ponts donnait ses prismes, ses compétences clés, il a fini par une compétence clé de voûte qui était définir et assumer sa sphère de responsabilité. Et c'est par exemple aussi ressorti dans ce que disait Bernard Duverneuil tout à l'heure, le président de FIGREF, sous un autre angle. Donc comment on définit par exemple une compétence comme ça, définir et assumer sa sphère de responsabilité. Donc on rejoint aussi la question des valeurs, de l'humain en fait. Alors une troisième constante qui est apparue, qui est revenue quasiment en boucle, ce sont les compétences de collaboration, de co-construction. Le pouvoir des communautés et des réseaux et la capacité à fonctionner dans ces nouvelles modalités. Donc Valérie Godard, par exemple, d'Angie nous parlait du pouvoir des communautés et des réseaux, les communautés de femmes, les communautés de data scientists, les communautés de jeunes, les communautés de start-upers, comme ce matin.
La capacité à mobiliser ces communautés et leurs communautés externes par capillarité. Je reprends ces mots, donc ce sont quand même des notions qui sont intéressantes à considérer. La capacité aussi à savoir mobiliser autour de projets des gens très très différents. À titre d'illustration, c'est clairement ressorti dans ce qui a été évoqué hier sur le projet REF 3, avec tout l'enjeu d'impact sur les territoires, la capacité que les jeunes créatrices de ce matin ont également mise en exergue, ou que Jean-Marc Hidou a mis aussi en exergue ce matin avec les questions aussi de co-design, co-construction, et qui sont ressorties également dans la dernière table ronde. Donc c'est vrai que c'est une des revendications des écoles du groupe Incréa. Ici, on est dans un lieu où on est au cœur de plateformes de co-construction et de co-design. Donc c'est vraiment cette capacité à mobiliser des gens différents, à construire ensemble qui est vraiment une constante qui est ressortie. La quatrième constante qui est apparue, c'est la question comment faire pour faire évoluer les compétences. Parce que c'est bien... Déjà, on a du mal à dire, mais comment on fait pour les faire évoluer ? Et une réponse qui est clairement apparue dans les débats, c'est l'importance de l'apprentissage par l'expérimentation. On nous a parlé de communauté, donc de créative ou d'imaginative builder, donc être à la fois créatif, savoir penser, mais penser en faisant aussi et savoir faire, et pas simplement penser. Elle nous a parlé de son rêve d'une école 43 des métiers créatifs. On a également évoqué avec AnimaFac l'engagement associatif qui permet d'expérimenter les leviers aussi qui constituent de ce point de vue-là l'apprentissage et l'alternance. On a parlé de formation-action. Et on a évoqué le fait qu'il fallait savoir avancer en expérimentant et ne pas vouloir tout écrire d'avance. Et c'est vrai que sans doute ces 2 journées montrent que c'est quand même très très difficile de tout écrire d'avance. Et on l'a bien vu dans la dernière table ronde, comment tout écrire d'avance avec ce qui est en train de se passer. Voilà, alors après ces quelques retours que je vous propose, quelques flashs sur les débats des 2 journées. Je ne reviendrai pas sur les grands sujets qu'on a évoqués avec la ministre, sur les regroupements ou l'articulation école-université, qui est un sujet d'actualité, un sujet extrêmement important pour notre avenir et l'avenir de l'enseignement supérieur, le grade de licence pour le bachelor, mais plus généralement la question de la reconnaissance des diplômes des grandes écoles, tous statuts confondus, la question de Parcoursup ou la question de l'apprentissage évoquée avec la ministre hier, mais aussi avec la députée Catherine Fabre ce matin. Donc je ne reprends pas ces sujets-là et ce qu'on en a dit, mais je voudrais vous dire, pour finir, qu'il semble que vraiment nous devons toujours et sans doute plus que jamais rester mobilisés sur ces sujets et faire masse pour que les grandes écoles et leurs diplômés restent des acteurs positifs des transformations sociétales, pour qu'on puisse rester des acteurs engagés sur les territoires, des acteurs engagés avec les entreprises, et puis pour qu'on puisse rester, comme l'a dit Jean-Michel Blanquer hier, des locomotives pour l'enseignement supérieur. Et je voudrais vous redire combien ces journées de congrès annuels sont extrêmement importantes pour la cohésion de notre communauté de grandes écoles, pour notre réflexivité, notre capacité à bouger. Et je vous donne rendez-vous au plus tard, parce que je pense qu'on va se revoir avant pour beaucoup d'entre vous, à l'Assemblée générale de la Conférence des grandes écoles le 5 février 2019. Voilà, merci à tous.